Il se passe un truc de fou en ce moment sur la micro-influence, je t'explique ça en 10 secondes. Je te la fais courte, mais grâce à Frisbee, tu fais un post LinkedIn pour une app partenaire et en échange, tu as accès à l'outil Premium gratuitement. Par exemple, Notion fait une campagne, tu fais un post LinkedIn sur Notion et en échange, tu as accès au plan Premium de Notion gratuitement. C'est simple, non? Et tout le monde y gagne. Parmi les apps partenaires sur frisbee.co, on en a maintenant des dizaines. On a Notion du coup, on a SumMagic, on a Folk, on a Taplio, on a la grosse machine. Et on explose tous les quotas depuis 5 semaines, c'est un truc de fou. On a plus de 50 nouveaux membres chaque jour. Et si toi aussi tu veux participer et postuler, c'est très simple, il te suffit juste de cliquer sur le lien qu'on t'a mis juste en dessous. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, tout à y gagner, donc du coup j'espère à très vite. Alright, et bah écoute, je crois que ça enregistre. Je suis avec monsieur William de Boku, le plus gros vendeur de shots japonaises de France. Salut William, tu vas bien? Je suis en pleine forme, merci Hugo. Bah, écoute, ça fait plaisir. On était en train de se dire que moi j'ai l'impression de te voir partout, de te connaître de ouf. On s'est beaucoup parlé en ligne. On s'est jamais parlé, j'en ai jamais fait de visio et on s'est encore moins rencontrés dans des events alors que je pense qu'on a un millier de potes et de copines en commun. Mais donc du coup ça, on va se rencontrer pendant ce podcast du coup. Avec plaisir. Alright, et bah écoute, juste on va faire la petite intro classique. Est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, quel milieu, quelle géographie, est-ce que tu as fait des études, est-ce que tu étais un cancre, est-ce que tu as tout de suite monté ta boîte ou est-ce que tu as été un peu chez les Moldus aussi, enfin, t'as fait quoi un peu? Carrément, sacrée question qui en cache 10 en même temps. Ouais, Du coup, alors moi c'est William, fondateur de Boku et j'ai 25 ans. J'ai 25 ans l'année dernière. Il y a peu, j'arrive sur les 26 actuellement. Et pour te parler un tout petit peu de mon parcours, moi là-bas je suis quelqu'un de très créatif. C'est-à-dire que je suis designer de formation. Donc mon kiff c'est de dessiner, designer des objets, tu vois, designer produits industriels même. Et puis un jour je me suis dit putain, c'est quand même cool de savoir créer des produits. Mais c'est encore mieux de savoir les marketer, tu vois, et de pouvoir les vendre. Du coup, je me suis dirigé vers le marketing, dans le luxe en l'occurrence. Donc j'ai fait des études de marketing par la suite. Et après, je me suis dit, cool, je sais marketer des produits, je sais en créer, mais je sais pas sur quoi, sur quelle plateforme mettre tout ça. Du coup, j'ai appris à faire du web design. Puis ensuite, de l'e-commerce de façon digitale. Et en fait, là, j'avais toutes les armes possibles pour créer des boîtes, créer des projets en toute ambivalence et sans avoir besoin d'autres prestataires. Et juste après ça, si tu veux, après mes études, le Covid tombe. Et là, je me retrouve avec genre bah, 1 an et demi, 2 ans de chômage devant moi, technique puisque j'avais pas de travail. Enfin, pendant le Covid, c'était quand même assez compliqué. Et puis en plus de ouais. ça, j'avais le vrai chômage qui m'a permis de financer beaucoup. Et donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans de Covid, bon, j'ai eu des idées en tête, des projets. Je me suis essayé un petit peu à tout ça, jusqu'à l'heure où j'ai vraiment voulu m'engager dans un projet à impact. Et c'est de là que l'idée de beaucoup m'est venue. De là, avec notamment les pénuries de PQ qu'on a eu nous à Paris pendant le Covid. Et pour la petite histoire, moi j'achetais du PQ pour mes grands-parents. Et je faisais des allers-retours comme ça, ils habitent en banlieue parisienne, c'était un petit peu galère. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais en vrai, enfin, nous, on a des bidets à la maison, t'inquiète, on se débrouille. Je me suis dit, bon, bah, cool, mais moi, demain, si j'ai plus de PQ, bah, j'ai pas de bidet en appartement parisien, et je vais pas acheter des toilettes japonaises à 3 000 balles. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un entre-deux dans le marché, tu vois, qui était mal adressé, qui était pas satisfaisant. Et c'est de là que j'ai commencé à faire une étude de marché, et c'est un peu d'ici qu'est venue la jeunesse de Boku. Et j'ai pas eu le temps de m'engager dans un taf, un CDI ou un CDD, puisque je sors d'études, j'ai 22 ans, Covid arrive, 22-23, je lance le projet et go quoi. Ah, ok, trop cool. Et donc ça veut dire parce que là du coup je comprends bien là du coup le véritable entrepreneur, tu vois un problème, tu dis tiens comment je pourrais le régler Mm. et mais tu vois même si par exemple imaginons un mec comme moi aurait eu cette tentation, je sais pas moi tu vois après je pense que j'aurais appelé je sais pas des usines chinoises ou des machins ou enfin tu vois j'aurais été chercher un peu dans ces zones-là. Toi je pense que ce que tu as commencé à faire c'est directement tu as commencé à dessiner le produit, non? C'est un entre-deux. En gros, bah, comme tout bon entrepreneur qui se vaut, on va dire, j'avais déjà commencé par une étude de marché. Donc, ok, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans le marché des produits lavants? Bon, t'as les bidets en France, de moins en moins, dans le nord de l'Afrique, t'as les douchettes aussi, t'as les bidets en Italie, en Espagne, au Portugal, mais t'as surtout les toilettes japonaises au Japon et en Asie de l'Est de manière très générale. Et je me suis dit, purée, mais ça fait un carton là-bas. Ça fait un carton là-bas. J'ai fait des recherches, j'ai vu que des gros acteurs japonais avaient essayé de s'implanter en France et en Europe avec l'échec le plus total. Ils sont carrément partis, ils ont ouvert une filiale, ils l'ont fermée 5 ans après, ça n'a pas du tout fonctionné. Pour des raisons culturelles et aussi d'autres raisons. Et je me suis dit, ok, bon, quels sont les gros freins? Donc j'ai commencé à envoyer des sondages à gauche et à droite pour savoir quels étaient les freins, parce que
Et parce que les WC japonais, je me suis rendu compte que tout le monde savait que c'était assez insane, tout le monde savait que ça coûtait cher et que c'était un produit de bonne qualité. Alors pourquoi les gens n'en achetaient pas? Bon, le frein numéro un, c'était le prix et c'était l'installation. Et je me suis dit, ok, en tant que designer, comment est-ce qu'on peut prendre les mêmes bénéfices produits des toilettes japonaises en enlevant les freins et les contraintes pour créer un produit? Et c'est là où, en fait, en désassemblant un petit peu un WC japonais classique, tu te retrouves avec une structure lavante que tu peux faire fonctionner sans électricité. Et ces structures lavantes-là, il y en a qui existaient en Asie. Mais elles étaient moches, mais moches. Et surtout pas du tout adaptées au marché européen et francophone en termes de connectique et de mécanique. Et surtout en Asie, c'est des produits qui sont pas du tout consommés parce que pour eux, bah, ça n'a pas lieu d'être. Eux, c'est toilettes japonaises, douchettes ou rien, tu vois. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait un entre-deux à faire quand on a redesigné la forme avec un bureau d'études. Parce que moi, je suis designer industriel, mais je suis pas ingénieur. C'est-à-dire que je peux designer la forme, mais je peux pas construire le mécanisme interne du Ouais, produit. ok. Donc en fait, j'ai sourcé un bureau d'études asiatique annexé à une usine. Du coup, c'était parfait parce que j'avais le bureau d'études et l'usine au même endroit, si tu veux. Et j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai dessiné le produit, j'ai fait des plans, des 3D, des coupes. Je leur envoyais, devis, et c'est comme ça que Boku est parti. Parce que du coup, pour que les gens comprennent, en fait, c'est quoi la spécificité de ton produit? Comment, en fait, parce qu'en fait, les gens, ils se diraient, mais en fait, c'est quoi? Donc, on achète son truc sur Internet, c'est quoi? C'est boku.fr, boku.com, c'est quoi? Alors, le site web, c'est helloboku.com. De toute manière, si vous Hello tapez Boku. Boku, B-O-K-U, et attention, pas autrement, vous allez tomber Oui. sur le site. Si vous le tapez autrement, vous allez avoir quelques surprises, quoique. Et donc, ce qu'on vend, Mais en vous fait, pouvez vous faire plaisir aussi, hein. Franchement, vous pouvez c'est vous très faire sympa. plaisir, Ouais. n'hésitez pas. Donc, on vend des toilettes japonaises à la française. Et plus spécifiquement, une gamme de produits qui te permet de transformer tes toilettes classiques en toilettes japonaises en 10 minutes, sans travaux, et surtout pour 10 fois moins cher comparé à des toilettes japonaises classiques. Et donc, c'est quoi? D'où elle vient la flotte? Ça veut dire que t'es obligé d'aller quand même te brancher quelque part, parce que moi, tu vois, j'ai plus vraiment en tête. Absolument. Le produit, donc, il fonctionne sans électricité, il fonctionne uniquement grâce à la pression de l'eau. Et concrètement, le Boku, il se relie très facilement à n'importe quelle arrivée d'eau qu'il y a à proximité. L'immense majorité du temps, c'est l'arrivée d'eau, le tube d'eau qui alimente ta chasse d'eau en eau potable. Et en fait, tu débranches le tube d'eau, tu places l'adaptateur, tu rebranches le tube d'eau dans ta chasse d'eau, enfin à l'extérieur sur la céramique, tu branches le tout au Boku, et c'est fini. Et tu pourrais C'est-à-dire que avoir, là, je peux continuer de tirer la chasse bien et sûr, j'utilise aussi l'eau de la chasse, en fait, quoi. c'est ça. En fait, on crée une seconde sortie d'eau qui va alimenter le Boku, et en Ok. gardant la sortie d'eau principale qui alimente en fait ta chasse d'eau en eau potable. Ok, donc là, en fait, donc tu l'installes du coup, sur ta cuvette. Tu mets le truc. C'est ça que moi, en fait, comme en plus, j'en ai jamais utilisé de ma vie, Mm. même pas du coup en Asie ou quoi. Je voudrais comprendre en fait comment Bien ça sûr. fonctionne. Et c'est à dire qu'une fois que tu l'as mis, est-ce que du coup, tu es obligé d'utiliser que ça ou par exemple, je sais pas, demain un couple l'achète, le mec lui il veut utiliser Boku, mais la nana elle veut continuer d'utiliser les toilettes classiques. Est-ce que c'est possible? Bah non, faut qu'il divorce à ce moment-là, c'est obligé, tu vois. Ouais. Non, C'est je soit tu rigole. utilises du PQ, soit tu t'en utilises pas, quoi. Tu vois, il faut faire un Non. choix, quoi. Là, bah là, justement, le choix, on a décidé de pas le faire, en tout cas. Concrètement, le produit, donc, on a deux gros produits, on en a trois, mais on a deux best-sellers. On a le bidet Boku, qui est un produit que tu viens installer entre ton abattant et ta cuvette, et que tu relis Ouais, directement de ta chasse d'eau. Et on a également l'abattant Boku, où là, tu viens enlever ton abattant, et tu rajoutes notre abattant, qui est le battant Boku, qui a des ok. buses et des jets d'eau intégrés. Donc, il n'y a plus de bras de contrôle sur le côté, comme on peut en avoir sur le bidet Boku. C'est un produit qui est plus haut de gamme, et qui est encore plus design et plus solide, plus pérenne dans le temps. Et Et ça, donc, ça coûte combien tout ça? bah, les toilettes japonaises de base, genre vraiment le moins cher possible, t'en as pour 1 500 €, sans compter l'installation et le fait qu'il faut absolument être propriétaire, il faut faire l'électricité et tout ça. Nous, Ok. notre produit Bidet-Boku, qui est l'entrée de gamme, on vend à 139 €. Donc Ah oui, c'est donc c'est que dalle, quoi. très accessible. Et le modèle haut de gamme, l'abattant, il est vendu à 279 €, qui est plus cher, mais qui reste très accessible en termes de qualité et de valeur perçue. C'est assez dingue, tu vois. Et l'idée, c'est que, bon bah, si tu veux utiliser Boku, eh bah, tu tournes le bouton. Si tu veux pas l'utiliser, eh ben, tu tournes pas le bouton. Les jets d'ondes se Ouais, tout déploient uniquement simplement. quand tu les actives et tu peux régler à la fois l'angle et la pression. Il y a un jet arrière, donc un jet anal, et un jet avant, un jet vulvaire. Pour les hommes, si on utilise le jet avant, on peut avoir quelques surprises. Si tu vois ce que je veux dire, ça peut être rafraîchissant, ça Et peut ça peut être chatouiller. sympa, franchement, pareil, hein, franchement, y a pas de Ah, mal à en se faire été, plaisir, quoi. ah, ouais, en été, un peu de canicule, un petit peu de fraîcheur dans les robignoles, pourquoi pas? Moi, je dis pas non, hein. Ouais. Et Parce donc, que spoiler alerte, on va beaucoup parler de caca, de zizi et de plein d'autres choses aujourd'hui avec toi. C'est ça, hein? ah bah moi ça me va, moi c'est mon quotidien, tu sais, donc Toi, c'est ton fond de commerce, quoi. c'est mon fond de commerce, pour pas dire autre chose, absolument. Et pour revenir aux bénéfices du produit, puisque voilà, avoir un Boku c'est une belle chose, mais ça sert à quoi à part frimer? Et bah en moyenne, on réduit de 80% sa consommation de papier toilette quand on utilise un Boku. Et ça a beaucoup de bénéfices, au-delà d'avoir des bénéfices économiques, puisque le prix du PQ depuis le Covid, ça a explosé.
au lieu d'avoir des bénéfices hygiéniques, puisqu'il n'y a pas photo, hein, le PQ, ça étale, ça nettoie pas. Et ça, Oui. on le sait depuis 50, 60 ans, mais le PQ n'a pas du tout évolué, n'a pas du tout bougé. Mais c'est parce qu'il y a un Et gros lobby du papier toilette aussi. Ça, on oublie de le pour le dire, mais lobby, ils sont importants. Tu reçois des menaces de mort très régulièrement, toi d'ailleurs. on reçoit des petits messages, ça peut arriver, pas des menaces de mort, mais voilà, ça bouscule quelques épaules, ça peut arriver, mais ça reste encore très léger quand même. Faut pas se faire des films. Mais surtout là où un des grands bienfaits de Boku, et ça il y a peu de gens qui le savent, pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette, il faut 178 litres d'eau. En fait, le Ok. processus industriel de fabrication du PQ, il est vieux comme le monde et il n'a pas évolué. C'est des grosses baignoires, parce que la pâte à papier, c'est fait genre à 96% d'eau. Et du coup, c'est une aberration écologique, hygiénique et économique, le PQ. Et pourtant, on est toujours là, on achetait par rouleau, par rouleau, par rouleau. Et avec Bocube, en fait, t'élimines ces trois points-là. Et surtout, bah, tu kiffes. Ouais. Mais ça, en fait, là, je pense que alors, on va revenir un peu quand tu te lances ou quoi. Mais je suppose qu'en fait, le grand défi, c'est l'éducation. Parce que tu vois, même moi, en fait, ça fait longtemps que je suis l'aventure Boku, enfin, que j'entends parler de tout ça et tout. Tu vois, j'ai toujours pas passé le pas. Parce que, alors on sait que du coup, c'est, Mm. comme tu dis, c'est plus écologique, c'est plus hygiénique, tout ça. Mais en fait, de passer le pas, alors que, tu vois, c'est clairement pas, il n'y a pas de friction de prix, puisque ça coûte moins de 150 euros. Euh, c'est ça en fait. Donc du coup, ton gros boulot dès le départ quand tu lances Boku, même s'il y a des gens qui peut-être qui étaient aficionados, mais après, tu dois prendre ton pèlerin, ton bâton de pèlerin et en fait aller évangéliser tout ce monde-là, quoi. C'est ça. T'as mis le doigt sur un point très intéressant. Nous, on a un produit qui est top, qui fonctionne super bien, qui est garanti avec des méthodes d'assemblage brevetées. On a une période d'essai de 30 jours. On fait tout pour vous mettre, vous, entre vos mains, le meilleur produit possible. Ça, c'est pas trop compliqué à faire. En tant que designer industriel, avec les bonnes usines, les bons bureaux d'études, ça se fait plus ou moins facilement. Mais le peu de concurrents, de compétiteurs qui se lancent font tellement n'importe quoi que c'est, entre guillemets, facile d'être au-dessus de tout le monde quand on y met vraiment les moyens et quand on veut pas faire du cash juste pour du cash, tu vois. Mais là, on est vraiment excellent. C'est sur le côté marketing innovation. Nous sommes des éducateurs. On décomplexifie, on éduque, on démocratise et on rend naturel et humain le fait d'aller aux toilettes et d'avoir une bonne hygiène de vie intime. C'est ça, notre travail. Et Ouais, c'est c'est un des ça. premiers problèmes que j'ai rencontrés, c'est me suis rendu compte que les Français étaient coincés du cul. Dès lors qu'on peut passer parler d'hygiène intime, et ben en fait ils font oula non, non non non, j'aime pas. Non non, je fais pas caca, non j'aime pas ces sujets-là. Alors J'ai qu'on est pratiqué depuis 1996, m'emmerde pas avec ça. là, c'est ça, c'est ça. Et encore plus les femmes, c'est comme ça, tu vois. Donc faut orienter son discours. Et c'est là où l'humour nous permet de prendre le contrôle de la situation, de dire ok, on rigole, c'est bon, on peut aborder tous les sujets et d'entamer un vrai dialogue. Et là, on rentre dans le cœur du problème, dans le cœur des problèmes intimes auxquels on peut tous être confrontés, qui sont irritation, patati, patata, au niveau des parties intimes. Et c'est ça le sujet, c'est éduquer. D'où nos grandes vidéos humoristiques dont peut-être on parlera plus tard. Notre mère de Ah, mais communiquer en on train peut de nous même en copier. parler tout de suite parce qu'en fait, ma question c'est quand tu te lances. euh, Bon, vas-y, on va peut-être faire juste un live sur le lancement. Parce que je suppose que le nerf de la guerre, c'est d'acheter un premier stock. Je sais pas, toi, t'avais déjà l'oseille? Est-ce que t'as fait un financement participatif? T'as fait quoi? Alors, quand tu sors d'études à 22 ans chez tes parents, bah t'as pas d'oseille. Enfin, t'en as de tes économies en alternance, mais t'as pas plus d'oseille que ça. Donc Ouais. concrètement, je me dis, ok, avant de me dire oui, j'ai pas d'oseille, je me dis, j'aurais surtout pas 15 000 chances de lancer une boîte, en termes de temps, d'opportunités de marché et de finances également. Donc je me dis, ok, comment est-ce que je vais pouvoir dérisquer le lancement de mon business de la manière la plus simple possible? Et c'est là où je pars sur une campagne de crowdfunding. Pourquoi? Parce que Parce- moi, je rentre en contact avec mes usines, avec mon bureau d'études, j'envoie les plans, ils me disent, ok, tant pour un proto, et tant pour commander les premiers stocks, avec un minimum de quantité de genre 5000 pièces. Et moi, je fais, bah, je peux pas. Je peux pas. Je pouvais à peine payer le prototype. Donc, je paye un prototype. Il y a 5-6 essais qui sont faits. Je reçois le septième qui est fonctionnel. Tu payes le prototype, hein. Tu payes pas l'essai s'il se foire et tout ça, tu vois. Ouais. Je finis par le recevoir. Et du coup, je dis, bon, bah, écoute, je vais faire une campagne de crowdfunding avec un seul produit entre mes mains. Et je vais essayer de le prévendre des milliers et des milliers de fois. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on a fait une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, qui est une plateforme française. Et on a été le projet le plus financé de la catégorie santé et bien-être. On a fait 350 000 euros. Enfin, moi, dans ma chambre en slip, j'ai fait 350 000 euros en un mois de précommande, ce qui est absolument phénoménal à mon échelle à l'époque. Et ce qui me permet de livrer tous les clients, de produire tout le stock nécessaire, de commencer à engager des gens et de produire du stock pour les mois et le trimestre à venir. Et ce qui fait qu'on est une boîte bootstrap, que j'ai pas eu genre de prêt bancaire, de BPI, de genre de choses, tu vois, ou de gros invests.
Ça fait que j'ai réussi à lancer l'entreprise comme ça. Et ça, et le fait que j'ai fait moi-même le site web, moi-même le produit, le packaging, les emails, Meta, l'acquisition, tout. C'est moi qui ai absolument tout fait, le SAV. Donc j'ai pas eu à engager de prestat pour. Parce que quand tu lances une boîte, tu sais rarement tout faire. Donc tu payes des prestats pour un projet où tu sais pas ce que ça va donner. Et donc, j'ai eu à la fois de la chance, avec une belle opportunité et une bonne base de compétences saines, pas trop limitantes, mais juste ce qu'il faut pour lancer un projet pour qu'il soit viable, avant de passer le flambeau à d'autres pour qu'ils élèvent la boîte avec moi. Et alors, attends, parce que du coup, on va quand même revenir là-dessus, parce que c'est vrai que 350 000 euros, c'est quand même assez remarquable. C'est quoi pour toi, peut-être, sans peut-être donner tout le playbook, parce que là, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est quoi un peu les facteurs clés de succès, outre que tu avais une bonne opportunité produit, qu'en Hmm. plus, tu as un produit qui est quand même, encore une fois, marketingment parlant, qui est fort, parce qu'en effet, c'est des toilettes japonaises pour te laver le cul, c'est sympa. Enfin, tu vois, c'est comme Guillaume Gibaud à l'époque avec son slip français. Bon bah voilà, il y avait un terrain de jeu humoristique et médiatique qui était Hmm. hyper avantageux. Mais bon, ça fait pas tout. Ma question c'est, est-ce que dès le départ, je suppose que oui, tu crées la page Instagram, tu crées déjà du contenu et tout de suite, outre que la campagne Ulule prend, la campagne médiatique et organique prend aussi. Ah oui, absolument. Ça a été un des premiers grands green flags. Déjà, j'ai su que je devais être humoristique et encore plus que ça viral dès lors que j'ai compris que j'avais pas de retour sur mes études de marché et mes sondages quand je mettais pas d'humour dedans. Donc dès lors Ouais. que j'ai commencé à mettre de l'humour dans mes sondages, j'ai compris qu'il fallait être drôle. Je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus? J'ai compris qu'en media buying, en acquisition, quand tu lances des pubs et tout ça, si tu es une pub comme une autre, bah tu performes comme les autres. Par contre, si tu penses le contenu comme un divertissement, que tu fais tout ce qu'il faut pour engager les gens qui commencent à partager et à commenter de manière organique, et ben en fait, tes retours sur investissement, ils sont dupliqués puisque la poussée et la pénétration organique de ton contenu est bien plus élevée que celle que tu pourrais avoir en ads en payant. Et donc, je suis parti du principe que chaque touchpoint entre ma marque et les clients devait être mémorable. Et dès le début, les gens partageaient et les vidéos a fait des millions de vues sur Facebook. C'était absolument incroyable. Donc oui, je crée le compte Insta, je crée la page Facebook. Donc, en gros, pour lancer une campagne Ulule, bon, soit on se dit oui, je crée une page Ulule et je lance le projet et on verra bien. Soit on fait bien les choses comme il faut, en rentrant pas trop dans le playbook, hein, et on publie des vidéos sur Insta, sur Meta de manière plus générale, et on fait de la génération de leads en récupérant des emails. Et c'est là où en fait tu vois, dès la génération de leads, tu vois ce que ça te coûte et tu vois si ça fonctionne, tu vois si les gens sont intéressés. Déjà ne serait-ce que sur Meta. Derrière ça, tu récupères leurs emails, tu leur envoies des campagnes pour les éduquer, pour les incentiver, et là tu vois les taux d'ouverture, tu vois si les gens cliquent, tu vois s'ils réagissent, tu vois s'ils like. Et là, tu as déjà beaucoup de green flags. Et donc, dès les premiers jours, j'ai vu que ça allait être incroyable. Et je savais que ça allait être un projet qui allait crever le plafond sur Ulule dès les 2, 3 premiers jours. Et je me rappelle très bien parce que moi, faut dire que j'ai bossé 9 mois sur Boku avant de lancer. Premier vrai projet entrepreneurial et tout ça. Je bosse des mois dessus, j'ai encore rien accompli. Pour l'instant, c'est beaucoup de rêves, beaucoup de visions, beaucoup de kiff, mais on ne sait pas si ça va délivrer. Et je me vois encore ouvrir les portes de la campagne Ulule, après avoir chauffé toute la base mail, et je décide de couper mon téléphone, tu vois. Je coupe tout. Et attends, t'avais une base mail de combien de personnes là avant de démarrer? J'ai réussi à accumuler une base mail de 9000 personnes. Ah ouais, donc t'avais vraiment bien préparé le truc quoi. 9000 personnes pour moins de 2000 euros investis en publicité. Ce que j'allais te demander, ouais. Ouais, donc en fait, putain, le lead, tu l'as acheté que dalle quoi. Que dalle. Tu l'as acheté 20 centimes quoi. Que dalle, c'est ça. Parce qu'en fait, tout le travail en amont avait été fait, entre guillemets, à la perfection, à la perfection, comme on dit chez nous. Ouais. Le marketing, les vidéos, le ton de voix, l'offre. En fait, il faut respecter un petit peu les piliers d'un e-commerce, les piliers d'un business, ne pas en choisir 15, en choisir 3, 4 et bien les bosser à fond. Parce que si ton idée, elle est viable, eh ben en fait, sa réussite va se jouer juste sur les fondamentaux de la création d'une société. Et pas sur des petites itérations à gauche à droite. Donc faut pas aller chercher la perfection sur tous les sujets, faut en choisir 3, 4 le minimum viable en fait pour avoir un MVP, c'est ce qu'on dit. Et de là, si ton projet a de l'avenir, bah en fait tu le sentiras directement. Et moi je l'ai très très vite senti. Et on récupère nos 9000 emails, je les chauffe par email, on ouvre les portes du LUL. Et je me rappelle, elle fait 25 000 euros avant midi le lendemain matin. Et j'étais sur le cul parce que c'est la réalisation que bah, ce projet est viable, que tout ce que j'ai fait, j'allais dans la bonne direction parce que j'avais personne pour m'épauler, tu vois. C'est-à-dire que j'avance sur un truc, j'ai jamais fait ça, c'est beaucoup d'études, de knowledge, si tu veux, que j'ai eu en études et tout ça sur Internet, mais encore appliqué à rien. Et là, je me rends compte que j'avais a priori bien fait les choses et que tout s'alignait.
Ok, donc là, d'ailleurs, tu te rappelles, c'est quoi les premières vidéos que tu lances sur Insta, Facebook ou quoi pour en faire la promotion? Bien sûr. Bah, en fait, c'est quasiment celle qu'on a aujourd'hui sur notre page Ulule, qui est encore, elle est encore là, elle est plus active, mais elle est encore là, on peut encore y accéder sur sur Ulule. Et c'est une vidéo, d'ailleurs, qui dure quasiment 5 minutes. Ah Donc, ouais, tu t'étais chauffé quand même. c'est au-delà c'est anti-best practice Facebook Ads. On dit oui, il faut pas plus que ça dure plus d'une minute, etc. Mais j'ai quand même découvert que si ta vidéo est bonne, ton projet est bon et que l'entrepreneur derrière le projet est bon aussi et qu'il arrive à communiquer tout ça lors d'une vidéo, et ben en fait, plus tu arrives à tenir quelqu'un dans une vidéo pendant 5 minutes, plus il va être engagé. C'est-à-dire que le mec qui regarde ta vidéo et qui est encore là à 4 minutes 30, lui, mais il te suit à la vie à la mort. Tu Ah vois? ouais, clairement. Et du coup, la vidéo a surperformé sur les réseaux alors qu'elle n'aurait pas du tout dû. Parce que c'était pas une best practice. Et c'était une vidéo assez classique, tu vois, un grand fil rouge que j'utilise moi en termes en marketing, c'est AIDA. C'est attention, intérêt, démonstration, action. Et ça, c'est des 4 notions qu'on peut utiliser sur un site web, sur une vidéo, sur un packaging, à peu près partout. Et ça permet de bien segmenter un petit peu le processus de pensée et le funnel de vente de n'importe quel produit ou n'importe quel projet. Alright, donc en fait là tu lances la vidéo, tu lances Ulule, ça cartonne direct, t'atteins 350 000 balles. Donc c'est quoi, c'est un mois de campagne? Un mois. Donc là, la campagne est finie, tu récupères l'oseille, tu passes déjà la commande. Là maintenant c'est fini. Enfin du coup, enfin, pardon, c'est fini. C'est là maintenant démarrent les emmerdes quoi. Démarre vraiment maintenant l'entrepreneuriat avec les côtés relous et tout. C'est que maintenant du coup tu vas devoir gérer du stock, tu vas devoir gérer une base client, tu vas devoir gérer des commandes. Comment tu t'y prends là-dessus? Eh ben, effectivement, c'est là où les galères commencent. Déjà, tu te retrouves avec 350 000 euros sur ton compte. Donc tu te dis, c'est cool, mais à la fois c'est chaud, parce qu'ils sont pas là pour rien. Il faut absolument, autant il faut le dépenser pour faire du stock, faire de la pub, autant t'as qu'une envie, c'est de les garder, de pas perdre un seul euro. Mais tu peux pas la jouer comme ça. Et donc, première chose à faire, c'est commander du stock. Et là, tu mets les pieds dans un milieu où ça parle anglais, mais pas trop. Entre l'Asie, les douanes européennes, etc. C'est d'une complexité sans nom. Les bons de commande, les bons de livraison, les conteneurs, les paquebots, les contrôles qualité. Ça me rend fou. Je passe tellement de temps sur tout ça. Mais c'est tellement passionnant et ça a tellement d'importance qu'en fait, je me suis rendu compte que la meilleure école, c'était la vie. Et donc, j'ai pas de choix que de me confronter à la situation. Et je commence à rappeler un peu tous les intervenants pour leur dire, OK, on va travailler ensemble, mais je comprends pas, expliquez-moi tout. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Et je le dis, tu vois, je dis, expliquez-moi, logisticien, expliquez-moi, je comprends pas. Vous me dites des termes, je comprends rien. Donc, je très cru, je dis, voilà, j'ai 22 ans, tac, 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 on va bosser ensemble, mais expliquez-moi comment ça fonctionne. Et là, ça me permet déjà de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas trop faire, tu vois. Et les premières personnes, en parlant d'équipe que j'ai commencé à recruter, c'est un service après-vente. Parce Ah que grave. ce qui a fait aussi la réussite du LUL et la réussite du projet, c'est que je commentais et je répondais à quasiment chaque commentaire sous chacune des publicités et vidéos publiées pour engager et pour avoir un retour du marché direct, pour comprendre mieux les peurs, les craintes et les motivations de mes avatars clients. Ce qui m'a permis au travers de la campagne, au cours de la campagne Ulule, de modifier la vidéo petit à petit pour l'optimiser à gauche à droite, enlever, rajouter des passages, parce que les gens comprenaient pas ou ils comprenaient mal. Et faire ça au début, ça demande un temps de zinzin, mais par contre, il faut absolument le faire. C'est là où tu comprends le mieux ton business et le mieux tes clients. Et du coup, même en post-campagne, je continuais je passais 4-5 heures par jour net à répondre à des commentaires sur Facebook, à des emails, parce que là, après une campagne Ulule, même s'il y a écrit livraison dans 3 mois, ben les gens tous les jours ils te relancent, oui, je comprends pas, j'ai pas ma commande, j'ai commandé avant-hier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et ça, moi à la base, je suis sur Gmail comme ça, j'ai pas de logiciel pour manager toutes ces demandes entrantes, j'ai pas de robot qui répond pour moi, donc je suis en mode wow, grosse galère. Donc première chose que je fais, je commence à sous-traiter le SAV. Je m'entoure ici d'un associé que j'ai fait rentrer dans Boku, qui est un directeur général associé, un bras droit, parce qu'en fait, Celui qu'on voit toujours sur tes stories, c'est ça? oui, c'est ça, exactement, celui qu'on voit sur mes stories, qui est une bête de l'e-commerce aussi. On est un peu le yin et le yang de l'e-commerce. Moi, je suis très créatif, très branding, très marketing. Lui, il est finance, grosse acquisition à fond et rentabilité. Donc, c'est bien, on compense. Moi, j'ai des rêves, lui, il a des chiffres, et du coup, bah, on s'aligne. Et Ouais, ça ok, fonctionne très nickel. bien comme ça. Donc, je recrute ce bras droit. Et aujourd'hui, enfin, dans la chaîne d'édition de Boku, on prend aucune décision l'un sans l'autre. Enfin, on est vraiment les co-dirigeants pour moi, quoi. Et je me suis rendu compte que si tu veux construire une vraie boîte, bah, t'as beau avoir un super projet, des fois, t'es juste pas la bonne personne à l'instant T pour monter ce projet, pour en faire un énorme truc, quoi.
Et donc, je mets un peu mon ego de côté et je décide de m'entourer, de commencer à m'associer pour que ce projet me dépasse et que même si les parts du gâteau sont plus petites, que le gâteau soit encore plus grand. Donc, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes combien sur la table de capitalisation? Aujourd'hui, on est quatre, avec deux associés opérationnels et deux au board. Ok. Et toi, il te reste combien, si tu peux le dire? Ou c'est un truc que tu Aujourd'hui, dis pas? bah, c'est des trucs qu'on communique pas parce que on considère que c'est pas l'intérêt du business. Nous, on Hmm. communique surtout sur la vision, sur nos produits, où on veut aller et la passion que je transmets à travers Boku, tu vois. Ok, donc là maintenant, voilà, tu gères les premières commandes, tu gères les premiers recrutements. Euh, Aujourd'hui, alors si tu communiques quand même un petit peu sur les chiffres que vous faites, parce qu'aujourd'hui Mm. c'est quoi? Vous faites quoi? 5, 6, 7, vous en êtes où là? 5, 6, 7, c'est ça. Là, on arrive aux 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux Sur ans. l'année du coup? Ok, super. Donc, En là, deux ça, ans. ça fait que 2 ans. Ça fait un tout petit peu plus de deux ans, ouais. Donc en 2 ans là, tu viens d'atteindre la barre des 10. C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et c'est 10 avec tous les retours produits qu'on a pu avoir. Il faut savoir qu'on a un taux de retour assez élevé. Donc en fait, on a fait plus que 10, mais il y a quand même des retours, des retours produits, donc ça fait perdre du chiffre d'affaires naturellement. Ouais, on a vendu plus de 100 000 unités de produits du coup. Ok. Trop content. On attend de recevoir le petit trophée Shopify qui devrait pas tarder parce qu'on a dépassé les 100 000 commandes. Aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs dans la boîte. On est essentiellement en remote avec Ce que j'allais te demander, ouais. ouais, avec des free et des agences à travers le monde. En fait, moi, dès le début, je me suis dit, ok, je veux bosser avec les meilleurs, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les meilleurs, bah, ils étaient trop souvent pas en France, et trop souvent aussi d'ailleurs pas français. Et donc, je me suis retrouvé à travailler avec des gens qui sont en Asie, en Allemagne, à Barbados, un peu partout à travers le monde, dans le nord de l'Afrique, en Angleterre, en France aussi, en Espagne. Et du coup, aujourd'hui, on a une équipe qui est très très remote, avec des agences aussi qui peuvent être remote par moment. Et ça se passe bien comme ça. C'est qu'une question de process. On a quelques personnes qui sont quand même ici en interne à Paris avec nous dans nos bureaux à Montparnasse. Mais la majorité, genre 80%, ils sont dispersés. Ok, donc tu as quand même un petit bureau à Paris. Et toi, t'es parisien de base? Ouais, parisien. Alright. Parisien, parisien ou banlieusard? Non, parisien, parisien. Ceux qui disent qu'ils sont parisiens mais qui sont en banlieue, non, Ouais, non, t'aimes pas parisien toi. de base à Où 100%. ça dans Paris? Dans le 15e, du coup, à 5 minutes de mes bureaux, donc je me fais pas chier. Ok. Et aujourd'hui, alors déjà bravo parce que c'est vrai que 10 millions en 2 ans c'est quand même balèze en vendant pratiquement un monoproduit. Alors même si je crois que maintenant vous avez enfin trois quatre produits dans la gamme, c'est quand même pas mal. Tout ça, je suppose que c'est beau avec énormément d'acquisitions, Meta, peut-être YouTube. Je sais pas, est-ce que c'est quoi tous tes leviers d'acquisition et de croissance aujourd'hui? Bien sûr, bah, on a pas mal de. Alors, on n'a pas beaucoup de canaux, mais on a beaucoup de leviers sur le canal e-commerce naturellement. On fait du coup beaucoup d'acquisitions sur Meta. On en a fait sur TikTok. On parlera de l'organique après. Donc Meta, TikTok, Google, YouTube, SEO naturellement, des articles sponsorisés, de l'influence également, de l'affiliation sur des sites satellites, de la télé, mais de manière gratuite et organique. On n'a pas payé pour passer à la télé. Ouais. Et c'est déjà pas mal. Je crois que c'est à peu près tout. Et si on Euh, devait faire un peu le classement, c'est quoi ton hmm, top 3 vraiment de levier d'acquise aujourd'hui? ouais, c'est Meta. Déjà Meta à 74%. Ensuite, Ok, pas mal. ensuite, on a YouTube. Et ensuite, on a Google. Ok. Et l'influence, ça joue beaucoup chez vous ou pas? L'influence, on a dépensé des centaines de milliers d'euros en influence jusqu'à il y a peu. Et il y a peu, on a arrêté de faire de l'influence. Bon, déjà aujourd'hui, c'est très compliqué d'être rentable en assurance, en bottom of funnel, en top of funnel, pardon. C'est-à-dire que l'influence, on considère que c'est surtout là pour créer de l'awareness et aller toucher des personnes, des niches qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. Et pour en donnant de la crédibilité avec une personnalité derrière. Donc c'est super pour éduquer et mettre en avant un concept, un produit qui jusqu'alors était inconnu. Maintenant, une fois que c'est fait et qu'il y a assez d'awareness, en fait, c'est plus autant intéressant de le faire. Là, nous, on retrouvait notre rentabilité. C'était pas sur le canal d'influence, c'était sur tous les canaux mixés. On calcule notre MER global et on se rend compte que bah, ok, c'est bon, on est rentable, tout se passe bien. Mais si on isole chaque levier d'acquisition, en fait, ça se passe pas toujours bien, mais c'est partie de la stratégie. C'est comme pour YouTube. Par exemple, YouTube, on cherche pas à avoir un ROAS positif, on cherche à avoir un ROAS neutre break-even. Ce qui veut dire que des centaines de milliers de personnes vont voir nos pubs, entre guillemets, gratuitement. Mais derrière, là, on va vraiment capitaliser là-dessus. C'est en retargeting, sur Meta, sur Google, etc. Et on s'est rendu compte, une fois qu'on avait enlevé le marketing d'influence, que ça ne dégageait pas
en fait de marge incrémentale intéressante. Est-ce que je développe un petit peu ce que c'est que la marge incrémentale ou pas? Franchement, je suis très chaud parce que j'ai fait genre que je savais ce que c'était, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Concrètement, tu sais, tu lances ta boîte, tu dis ouais, je vais faire de la pub sur Facebook, ça me rapporte tant. Génial. Allez, on fait du TikTok, ça me rapporte tant. Ok, très bien. Bon, on fait du machin, ça doit me rapporter tant. Mais au final, les outils de tracking sont de moins en moins bons, surtout depuis iOS 14, et c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui te rapporte quoi, et est-ce qu'il y a des choses qui te rapportent vraiment du fric ou pas du tout. Mettons que tu mettes 50% de ton budget sur Facebook. Tu t'attends à ce que 50% de ton chiffre soit sur Facebook. Et mettons que tu mettes 50% de ton budget autre en influence. Tu peux t'attendre à ce que 50% de ton budget, 50% de ton chiffre soit en influence. Mais quand tu traques bien comme il faut, tu te rends compte que, en fait, euh, 50% de ton budget que tu mets sur de l'influence ne te ramène pas 50% de marge incrémentale, mais va te ramener peut-être que 30. Ça veut dire que tu as 20% qui est dépensé, entre guillemets, du vent. Et on s'est rendu compte que en enlevant, en enlevant l'influence, donc en enlevant ces centaines de milliers d'euros de budget par an en influence, eh ben on ne faisait pas moins de marge, on ne faisait pas moins de chiffres. Ce qui veut dire que la marge incrémentale dégagée par ce canal était nulle. Et en gros, ça s'appelle de la cannibalisation. C'est-à-dire que tu vas dépenser sur un canal pour générer des ventes qui, dans tous les cas, auraient été générées par d'autres canaux, par d'autres leviers d'acquisition. Donc Et, en fait, et inversement, en fait, peut-être que tu vois, des fois, quelqu'un, il va te voir sur une pub Facebook, Mm. et là, en fait, il va cliquer et il va acheter, mais parce qu'en fait, il t'a vu aussi il y a 2 semaines dans la story de son influenceuse préférée, quoi. Tu vois? c'est Ouais, ça. c'est ça qui est dur à traquer un petit peu. C'est pour ça Mais que là dans où... un mix, en général, c'est bien de tout faire, Mm. quoi. Absolument, absolument. Et quand même traquer. Bon, tu as plein d'outils de tracking qui fonctionnent, mais ce qui fonctionne le mieux, ça reste de questionner les humains. Et nous, on a un Mm. survey post-achat qui fonctionne très bien. Et en gros, on pose plein de questions. Et la première question, c'est comment nous avez-vous connus? Et il y a beaucoup de personnes qui voient cette question-là, qui se disent oui, bon, c'est juste pour savoir. C'est pas juste pour savoir comme ça. En fait, si nous on sait qu'on a 30% sur Meta, mettons, tant sur YouTube, tant sur TikTok et tant sur Pinterest, on s'attend qu'il y ait tant de personnes qui répondent oui, je l'ai connu sur Pinterest au même pourcent que notre mix marketing qu'on investit sur Pinterest. Et si on voit qu'on met genre 10% sur Pinterest, mais il y a que 3% de gens qui l'ont connu sur Pinterest, ça veut dire que la marge incrémentale est de 3%, grosso modo. Ça veut pas dire qu'elle est 10%, ça veut dire qu'elle est pas de 10%. Et là, ça veut dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des canaux, enfin des lieux d'acquisition qui ne sont juste pas rentables et on ferait mieux de les arrêter pour investir sur des canaux qui sont plus rentables pour nous. Ok. Et donc, là, donc, tu parlais donc de l'influence, là, vous l'avez complètement arrêté. Et est-ce que vous avez aussi une grosse partie B2B ou vraiment t'es un pure player 100% e-com? Hmm. Alors, pour revenir brièvement sur l'influence, on a arrêté le marketing d'influence paid. Ah, C'est-à-dire ok. que là, on switch sur des stratégies de marketing d'influence sous la forme de gifting, sous la forme de Ouais, ouais. seeding et sous la forme d'affiliation. C'est la micro-influence, quoi. C'est de la micro-influence, mais tu as quand même des bons gros influenceurs qui acceptent de l'affiliation. Ouais. Ça fonctionne très bien pour eux, ça Ouais, fonctionne bien. ils ont le produit gratos et puis ils prennent une com sur les trucs, ils sont très contents, quoi. C'est ça, et tout le monde est heureux d'être content, et ça se passe bien aussi. Mais du coup, oui, on est plus descendu au niveau du micro et du macro. On arrête de payer des influx qui ont à 2-3 millions sur Insta, tu vois, Ouais. parce que c'est pas l'idéal. Et même sur YouTube, on en a fait, mais on n'en fait plus aujourd'hui. On fait toujours de l'affiliation ou du gifting, mais on fait plus de paid. Et C'est quoi les plus gros tickets que t'as mis en influence? alors, soit je te dis le nom des youtubeurs, soit je te dis le prix, mais je peux pas dire les deux en même temps. Ah, qu'est-ce que je veux? Non, bah vas-y, je préfère avoir le nom des youtubeurs ou des influenceurs. Ok, youtubeur Poisson Fécond. Poisson Fécond, je sais plus combien de millions d'abonnés il a, mais c'était notre plus gros ticket YouTube. Plus gros ticket, mais ticket intéressant. Le rapport qualité-prix était vraiment top et Chris a fait un super boulot avec ses équipes. Et pour l'anecdote, il avait déjà un Boku chez lui d'ailleurs. Ah, Et c'est marrant. ouais, et sur Insta, comment il s'appelle? C'est Bastos. Ah Bastos, oui. 1 million d'abonnés et des brouettes, qui avait déjà un Boku chez lui aussi et qui faisait des stories sur nous. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il avait un Boku. Et un jour, on lui a dit, bah écoute, bossons ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, ah, intéressant. Mais donc tout ça là, vous avez arrêté. Donc vous êtes à fond, je suppose, sur le méta. Ça veut dire qu'en fait, le gros de votre travail, c'est que vous devez avoir une production de vidéos de zinzin, en fait. C'est-à-dire que vous devez passer votre vie à créer des nouvelles vidéos. C'est exactement ça. On est un média de divertissement, comme j'aime l'appeler. On fait rire les gens. On produit, genre, ne serait-ce qu'en termes déjà, bon, en création de contenu, t'as les vidéos et t'as les statiques. Des statiques, par mois, je sais qu'on en pond plus d'une centaine, facile.
plus d'une centaine de statiques par mois, sans Avec parler toujours des des... punchlines, des blagues et Ouais. tout. Alors non, ça dépend lesquels. Ça dépend si t'es en top of funnel, middle ou bottom, tu vois. Ça dépend. Ouais. Mais il y a toujours le branding et la touche Boku, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on a moins une centaine de statiques par mois qui sont testées, retestées encore et encore. Des Et, UGC aussi peut-être? et ça, alors pas sous forme de statique, mais en forme de vidéo, oui. Ah oui, sous forme vidéo, ouais. Oui, sous forme de vidéo. Alors on a différents types de vidéos. En gros, nous on a quatre cinq catégories. La catégorie tout en bas, on va dire que c'est les founders vidéo. C'est moi qui me file en selfie, qui annonce une promotion, qui parle d'un sujet. Ça, c'est les vidéos founders. Juste au-dessus, tu as les vidéos UGC. UGC classique, homme ou femme qui témoigne du bon usage de son produit, etc. Encore un petit peu au-dessus, tu as les petites prods, on les appelle comme ça. Donc là, c'est des acteurs, de vrais acteurs, hein, mais acteurs quand même, qui vont tourner du contenu un peu plus sympa, mais pas en mode UGC, plutôt humoristique ou démonstratif. Au-delà de ça, au-dessus, il y a les mid-budget. Donc ces vidéos qui commencent à être bien drôles, bien humoristiques, bien réalisées. C'est pas homemade, c'est pas hyper pro, c'est un entre-deux. Ça va être parmi celles qui vont tourner le plus et qui vont faire la différence. Et au-dessus de ça, tu as les gros budgets, les vidéos gros budget, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là, c'est celles les plus connues, genre voilà, avec Jean-Marie Bigard récemment, on en a fait une, ou sur moi, je suis sur une des chiottes sur un 4x4 dans une montagne en train de Ah, se mais taper. celle-là, je l'ai vue, mes mecs, pendant des jours et des jours. Ah Je ouais. voyais ton cul qui arrivait tout le temps, mais tout le temps sur mon feed, quoi. Bah ouais, et je m'en excuse, hein, mais ouais, Non, mais en vrai, elle est très bien, on aime beaucoup. on spam un poil et d'autres, donc voilà, donc, et c'est les grosses pods, les grosses prods, les mid prods et les little prods qui sont les plus intéressantes et les plus importantes pour nous. Le reste, UGC et Video Founders, c'est pour un petit peu itérer, pour faire du retargeting un peu précis et tester de nouveaux concepts, surtout avec l'UGC, de nouveaux angles marketing, surtout avec l'UGC. Et quand l'UGC nous valide certains angles marketing, là on les fait monter sur les grosses prods et là on développe. Et là, tu fais full en interne ou pareil, tu sous-traites avec des agences? Alors UGC, là où on sous-traite avec l'agence, c'est juste pour le tournage et le sourcing. En fait, les UGC, bon déjà les créateurs tournent eux-mêmes leur contenu, ils sont autonomes. Pour le sourcing, on passe par des agences des fois parce que c'est plus simple, les profils. On Mais peut leur sinon, faire de la pub, tu peux donner leur nom ou tu le gardes en mode trésor de guerre? en fait, alors c'est pas moi qui m'occupe surtout du sourcing de ces personnes-là, donc je pourrais même pas donner de nom en Non, mais l'occurrence. le nom de l'agence, c'est pardon qui gère les tournages. Même pas, non. Alors non, pour les UGC, j'ai pas, hein. Pour les Ah, ok. UGC, c'est eux qui, bah, ça c'est eux qui tournent eux-mêmes. Nous, on passe par des agences pour sourcer les personnes qui font de l'UGC. Tu Ah, vois, ok. la mise en relation. Parce que sinon, il faut envoyer des milliers d'emails. Enfin, prend un temps fou. Et sinon, ce qu'on appelle la création stratégique de contenu, créatif stratégiste, le métier, c'est en interne, c'est nous qui le réalisons. Et c'est notre Ok. force, c'est le contenu. C'est ce que tu vois, les scripts, les idées rocambolesques et tout, c'est nous. Pour la production en tant que telle, soit on le tourne nous-mêmes pour les vidéos du middle et les mid-budget et petits budgets. Et pour les grosses prods, là par contre, on s'adresse à des pros, des équipes de tournage et tout, parce que, enfin voilà, c'est un autre level. Ok, ça marche. Et là, aujourd'hui, par exemple, c'est quoi on va dire les nouveaux canaux que tu es en train de tester et voilà, en fait, les trucs un peu nouveaux qui sortent un peu de l'ordinaire et que tu es en train de tester là, ou que tu as pu tester. Ouais. Alors, on commence à tester un petit peu le Gorilla Marketing. Ce qu'on appelle le Gorilla Marketing, concrètement, c'est de l'acquisition offline, donc dans la rue, hors du web. Ça passe par de l'affichage, ça passe par de l'affichage souvent qui est censé faire le buzz, donc très différenciant. Ça peut être de l'affichage comme ça peut être une sorte de grosse installation dans Paris, ce genre de choses, en essayant vraiment de faire passer un message d'une manière très très différente où les gens n'ont pas forcément l'habitude de le voir, à savoir du coup dans la rue, tu vois. Donc ça, on a testé un petit peu, mais ça demande quand même pas mal de budget et Ouais, calculer le ROI de ce genre d'opération, c'est un peu compliqué. Enfin, t'as pas de, tu tu te traques m'étonnes, pas. ouais. Tu traques pas. Donc ça, intéressant. On continue de le tester. On considère qu'on n'est pas encore excellent là-dessus, mais on commence à avoir des résultats intéressants. Autre canaux, alors bon, il y a une grosse partie online et enfin pour le B2C et le B2B, mais je pense qu'on reparlera du B2B après. Si je reviens sur le online, j'ai le sentiment qu'on a quand même pas mal testé de choses. Là, on se focus surtout sur faire évoluer notre message marketing et nos angles d'attaque. Euh, j'ai pas de, tu vois, là spontanément, il y a pas de, on n'est pas dans de la nouveauté. C'est-à-dire que là, nos sujets du moment, ils sont pas dans, on crée de nouveaux canaux, on crée de nouveaux leviers et on itère là-dessus. Là, c'est plus sur, pour peut-être te contextualiser un petit peu la chose. Là, on est dans un gros switch de marché où en fait, on a un peu séché tout ce qu'on appelle les early adopters et les early buyers, ceux qui étaient les plus à même d'acheter nos produits. On les a séchés, c'est les plus faciles à convaincre. Et là, on attaque ce qu'on appelle le mass market.
Et le mass market, là, ce sont des personnes qui n'achètent plus au même prix, qui répondent plus au même type d'arguments marketing, aux mêmes vidéos, ni même aux mêmes stratégies d'acquisition. Donc on est plus focus sur s'adapter à notre nouveau marché, à nos nouvelles cibles, plutôt que de s'amuser à aller chercher des incrémentaux sur d'autres canaux, quoi. Genre, par exemple, tu serais capable demain, je sais pas, de faire de la pub sur la TNT ou un truc comme ça. C'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez, qu'on a dû vous proposer ou c'est complètement hors circuit pour vous? Non, non, c'est pas du tout hors circuit. Ça demande du budget simplement, mais c'est pas du tout hors circuit. Non, non, c'est totalement envisageable. Surtout que là, on commence de plus en plus à s'adresser on va dire, aux Français moyens de 40-50 ans, tu vois. Et ces personnes-là, elles sont beaucoup moins touchées par nos pubs qu'on peut faire sur beaucoup actuellement sur Meta, bah, Insta et Facebook. Donc là, on réfléchit à d'autres canaux et surtout pour le B2B. Bah, exemple bête, mais par exemple, mes grands-parents et beaucoup de grands-parents achètent souvent encore leurs produits via des magazines spécialisés. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça exactement, mais tu sais, ils reçoivent leur... Genre la Redoute, les Trois Suisses, C'est à l'époque où ça. la vente par correspondance, quoi. Exactement, la vente par correspondance. Ils sont là, ils ouvrent le document, tac, ensuite ils envoient une lettre ou ils appellent. Et ça, on se rend compte que c'est un truc hyper intéressant qu'on va commencer à tester prochainement parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais on considère ça plutôt comme du B2B. Tu vois, parce que c'est les centrales d'achat de ces sociétés-là qui achètent les produits ensuite qui les revendent. Ouais. Et c'est là où en termes de B2B, surtout, on va innover puisque aujourd'hui, beaucoup, c'est quasi exclusivement du B2C, online. Là, on rentre chez Nature et Découverte dans un mois. Première fois qu'on met Ah, les pieds dans le en fait, lot. est-ce que j'allais te demander, voilà, ça que sur le B2B, du coup, est-ce que tu as réussi à te faire référencer par des grandes enseignes, quoi? Ouais. On a eu pas mal de demandes de référencement. Et on a décidé de retenir que Nature et Découverte pour commencer, puisque déjà, bon, tu peux pas donner suite à tout le monde en espérant faire un super score partout. Et on voulait vraiment un retailer un petit peu à notre image, qui était prêt à écouter nos besoins et nos contraintes. Et Nature et Découverte sont très souples là-dessus. Ils sont hyper à l'écoute. Ils ont une belle image de marque comme nous. On a des valeurs sur lesquelles on s'aligne beaucoup. Et là, on rentre dans leurs 10 plus gros points de vente en France d'ici un mois, donc très très cool. Et on considère, si tu veux, à que dans 2 3 ans, la majorité du business de Boku, ce sera du B2B. Et ça va du coup du retail à l'équipement d'hôtels, d'hôpitaux, d'EHPAD, de sociétés, d'Airbnb, de gîtes de France. Ah, et là, bonne chance. C'est-à-dire que là, tu deviens une boîte avec des sales et tout. C'est plus le même métier, hein. C'est plus le même métier, mais j'ai tendance à dire que quand tu montes une boîte, tu la montes pas tout à fait pour toi. C'est tu la montes pour ton kiff, mais tu la montes pour le plaisir des autres et surtout pour leurs besoins. Et sinon, bah en fait, tu restes dans ta coquille et t'évolues pas. Et nous, on évolue. Et si demain on se rend compte que le marché tend vers le B2B, et ben c'est ce marché vers lequel on ira. Non, mais clairement, mais ça, en fait, moi, en fait, le truc, c'est simple, hein, il faut juste faire, c'est simple. Il faut juste que toi, tu le testes, limite toi-même. Tu sais, tu te prends genre 10 maisons de retraite, tu les appelles, tu prends 10 chaînes d'hôtels, pareil, tu les appelles, tu essaies d'avoir la bonne personne. Parce que je pense que t'es pas le premier à leur présenter. Et puis après, tu vois comment ça répond. Tu vois, en fait, Mm. le temps que tu vas mettre. Et tu vois, alors, le B2B, c'est quand même c'est quand même un autre délire. Ouais. Et juste là, je pense à une question que je voulais poser tout à l'heure. Parce que là, comme bah, on l'entend beaucoup quand même, ta grande bouche partout, tu vois. Euh, du coup, ça a dû amener franchement des envieux. Est-ce que du coup, tu as des concurrents qui ont pullulé un peu partout? Ou pas du tout? M'en parle pas. Un enfer sans nom. Mais au-delà d'avoir des concurrents, on a surtout des sites arnaques qui nous copient à foison, parce qu'on a une telle traction qu'ils en profitent. Déjà, oui, on a été les premiers à se lancer sur le marché francophone. Et t'en as plein depuis qu'ils se sont lancés avec des modèles alternatifs, franchement de mauvaise qualité sur Amazon ou En mode quoi, dropship, hein? en mode dropship ou en mode je livre pas et je prends une photo d'un produit et je la mets sur Internet, tu vois. En mode Ouais, ok. dropshipping, on pense qu'il y en a certains qui ont essayé de faire de la marque blanche, mais on n'est pas sûr, on peut pas faire nous la différence. Ce qui est sûr, c'est qu'en publicité statique, celle qui fonctionne le mieux depuis genre un an, c'est une pub qui compare notre produit à celui d'un concurrent ou celui des concurrents de manière générale, et on expose par point notre concurrent en disant pourquoi est-ce que nous on est meilleur, et ça cartonne. Ça cartonne parce que c'est la vérité. En fait, tu peux pas vendre 100 000 produits avec un produit de merde, et c'est pour ça que toutes les boîtes qui se sont lancées quasiment sans exception, après nous, se sont cassées la gueule parce que bon, on les écrase déjà avec nos budgets marketing, on est les premiers, on est la marque top of mind dans les WC japonais à fixer en France, et on a des produits de bien meilleure qualité. Et là encore aujourd'hui, on a découvert encore un site arnaque, mais on parle de personnes qui copie-collent notre site de A à Z, hein. Nos Ouais, images, ok. notre nom, notre logo, nos machins, un enfer. Il y en a quand même d'autres qui essayent d'innover un petit peu, qui reprennent bon nos photos produits, mais qui font un autre branding, un autre nom. Mais pareil, ça, déjà nous, on a toute une armée de personnes qui sont nos clients, hein, qui nous les remontent, et on envoie très vite des lettres d'avocats et on fait des demandes à Shopify pour qu'ils désactivent les sites, et c'est fait plutôt rapidement, mais c'est chiant, c'est chiant. Ouais.
Parce que toi, juste là, tu parlais de tes budgets market. Toi, aujourd'hui, c'est quel pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu dépenses? On est entre 25 et 35. Ouais, ce qui est du coup, ça, pour que les gens se rendent compte, c'est t'es dans la fourchette très très haute là-dessus. Tu vois, genre, je pense que t'es à l'image en termes de proportion d'un Red Bull par exemple. Tu vois, ou pareil, Red Bull, je crois qu'ils dépensent 30% de leur chiffre d'affaires en marketing, quoi. Mm. Mm. Ouais. Oui, non, c'est un bon ratio. En fait, c'est un ratio d'e-commerçant. Tu vois. C'est un ratio d'e-commerçants qui sont sur un marché sur lequel il n'y a pas de demande latente. C'est un ratio d'e-commerçants qui doit éduquer un marché, qui doit absolument investir. Ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus ce budget, cette proportion réduit. Parce que plus ça va, plus le marché est éduqué, plus le bouche à oreille fait aussi son effet, plus il y a de l'awareness, et donc plus ça va, moins on sera voué à investir énormément en communication et en marketing. De toute façon, là, on est d'accord, t'es toujours rentable, là. Ah oui, rentable day one, rentable day je sais pas combien, toujours. Et alors, vas-y, parce que du coup, on arrive vers la fin du podcast. Mais toi, du coup, c'est quoi ta vision sur Boku et toi, ta vision en tant qu'entrepreneur et Hmm. CEO de Boku? Est-ce que, je sais pas, alors, ça, tu le diras sûrement pas comme ça, mais est-ce que dans ta tête, tu dis, vas-y, on a fait un beau truc, dans 2, 3 ans, ce sera limite trop gros pour moi, c'est le moment de le revendre à un industriel et de sortir un énorme billet et de partir dans une nouvelle aventure parce que je veux avoir plusieurs aventures dans ma vie? Ou au Hmm. contraire, tu te dis, ça se trouve, c'est la boîte de ma life, ou j'ai encore envie de le faire pendant 10 ans. Enfin, comment tu te positionnes là-dessus? Bien sûr, il y a un peu des deux. Déjà, moi, quand j'ai monté Boku, j'ai eu tout de suite l'ambition de faire la différence. De faire une boîte de dingue qui fasse la différence économiquement, avec des chiffres de zinzin, mais qui a un véritable impact sur l'humain, en termes de social, et aussi psychologique. C'est-à-dire qu'on veut faire rire, on veut faire la différence, on veut divertir, et le tout en amenant des produits qui changent la vie des gens. Et si on peut payer des équipes pour qu'elles payent leur crédit, leur vie de famille, leurs enfants, leur salaire, enfin leur loyer en même temps, alors c'est un win pour tout le monde. Et ce que je voulais avant tout, c'était me marrer. Et aujourd'hui, bah tu vois, j'ai tout ça. Et ça, c'est le plus grand plaisir, ma plus grande réussite, c'est de pouvoir en vivre, faire vivre, et que les clients qui achètent nos produits récupèrent un maximum de valeur sans se sentir lésés. Et ça, pour moi, c'est la plus grande réussite de Boku, c'est ça. Mais pour moi, ça reste que le début. Ne serait-ce que dans Boku, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu vois, dans 3 ans, quand je te dis que 70% du chiffre, ce sera en B2B, et bah là, on est à genre même pas à 1%. Donc, Ouais. ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de gammes de produits sur lesquels on travaille de manière confidentielle qui vont bientôt sortir. Parce que les WC japonaises, c'est bien, mais on peut faire encore mieux et encore plus loin. Et on a vraiment vocation à être toujours là dans 30, 40 ans. Mais à être passé à un niveau industriel. On sait, quoi qu'il arrive, quand on regarde sur tous les marchés, que les toilettes japonaises et les WC lavants vont devenir quasiment une norme. Parce qu'en fait, c'est une aberration, le PQ, de manière générale. Et on tend tous vers un mode de vie éco-responsable, plus hygiénique, plus de bien-être, avec plus d'économies dans la poche. Donc naturellement, en fait, on va y arriver. Et on fait ce pari de se placer en tant que précurseur pour que quand le marché sera prêt, on soit toujours en tête. Et entre guillemets, demain, on vendra de vraies toilettes japonaises ultra modernes, ultra haut de gamme, on sera partout, mais ça peut prendre 5, 10 ans, tu vois. Mais on sera Ouais, donc encore là. tu te donnes encore le temps. Et ma question aussi, c'est, tu as dû forcément y penser, mais est-ce que demain, Boku, ça peut être des toilettes japonaises à la française, 100% made in France? Ça peut, dès lors que les Français seront aussi bons que les Asiatiques pour fabriquer des produits. Les toilettes japonaises, elles sont fabriquées en Asie, notamment en Chine, pas au Japon d'ailleurs, depuis genre 60, enfin, non, pardon, non, pas 60, plus de quasiment 40 ans. Et c'est les meilleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de parler des industriels français, hein. Tu peux y aller, hein. C'est sympa de parler des industriels français qui mettent 8 mois à faire ce qu'une usine asiatique va te faire en un parce que c'est naturel chez eux, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc voilà, moi je suis OK pour le Made in France, mais pas au prix d'une mauvaise qualité, de mauvaise fonctionnalité et de complexité opérationnelle. C'est ni bon pour moi, ni pour mes clients. Alors je le fais pas. Et aujourd'hui, on est fièrement fabriqué en Chine parce que c'est là-bas qu'on fait les meilleures toilettes japonaises. Et dès lors, en fait, que nos clients bah, ils ont un produit qui est normé, norme européenne, garanti 2 ans avec un super SAV et un produit qui est solide et efficace, et ben il n'y a pas de problème. Si tu veux les meilleures pâtes, tu vas en Italie. Si tu veux les meilleures toilettes japonaises, tu vas chez Boku et tu produis en Chine. Bonne réponse. Euh, William, qu'est-ce qu'on peut... Alors, l'épisode, il sortira du coup dans le courant de l'été. C'est quoi, si genre tu dois même donner une petite exclue d'un truc qui va arriver à la rentrée ou quoi? C'est quoi? Ça va être quoi peut-être les grandes nouveautés marketing, contenu ou produits? Qu'est-ce que vous avez un peu dans les tuyaux là? Il y a pas mal de choses. En termes de contenu, parlons-en. On se dirige de plus en plus vers de la création de contenu de haute qualité
qui sera tourné avec des stars. On s'est rendu compte que ça fonctionnait super bien. On l'a fait là récemment avec Jean-Marie Bigard, par exemple, et on se rend compte que le retour sur investissement est assez ouf et que pour aller chercher de nouvelles audiences, c'est ce qu'il faut. Donc en termes de contenu, le moindre petit UGC, si tu veux, l'idée c'est qu'il commence par une vidéo d'une star qui dit regardez la vidéo d'après, patati patata, boku ci, boku ça. Ça c'est l'idée. C'est vraiment de level up notre création de contenu au niveau 1 pour qu'en fait chaque apparition de Boku ce soit avec quelqu'un de reconnaissable. Ok. En termes de gamme produit, ça on peut en parler puisqu'on a commencé à le teaser. On se lance sur le marché des désodorisants pour toilettes avec un produit qui s'appelle le Boku Pshit, naturellement. C'est des pshits pour WC. Et on s'est rendu compte que l'aérosol, encore une fois, c'est un produit désuet, hyper toxique, que tu mélanges à l'odeur de merde qui est dans tes chiottes, t'en as partout sur les vêtements. Et du coup, on a Ouais, décidé c'est vrai que c'est ouf. c'est un enfer. Et dans tous les cas, ça sent les chiottes. Tu vois, ton spray, il sent toujours les chiottes, tu vois. Et du coup, on a pensé le produit comme un parfum, pas sous la forme d'un aérosol, produit en France, produit à Grasse, là on fait les plus grands parfums du monde d'ailleurs, avec une technologie isolante, innovante et brevetée d'isolation dans le produit. Et vous verrez tous plus tard, mais l'idée c'est que c'est un produit que tu viens sprayer sur l'eau de tes toilettes avant d'aller aux toilettes et pas après être allé aux toilettes quand ça pue déjà. Et donc ça va améliorer le repeat, puisqu'on en a très peu sur Boku. On a souvent qu'un WC, donc t'achètes pas 15 Boku pour chez toi. Ouais, ouais. Et ça va nous permettre de pénétrer davantage le B2B. Et ça, c'est des idées de produits qu'on pompe pas comme ça. On les pompe parce que on fait des gros sondages avec nos clients qui sont hyper engagés et qui nous dirigent dans la création de nouveaux produits. Et du coup, c'est des produits qui sont attendus, c'est des produits qui sont co-créés avec nos communautés, avec vraiment des sondages très très poussés sur la moindre courbe, la moindre senteur et tout ça, avec des milliers de réponses pour ne pas faire d'erreur. Voilà, voilà où on Ouais, va. en fait, l'idée, c'est que peut-être, alors tu vois, je pense que je te dis ça comme si je te donnais une idée, mais tu l'as sûrement eu. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu te présentes, tu dis, bah voilà, je suis numéro un de la toilette japonaise à la française. Mais en fait, peut-être que demain, Boku, tu dois être tout simplement le numéro un de tout ce que tu trouves dans tes chiottes, en fait. Tu Ouais, vois, demain, peux faire de la, bah, enfin, regarde, j'ai même le nom, de la déco de chiottes, tu vois. c'est pas mal, déco de merde. J'aime bien, absolument. C'est notre vision. Ça fait partie de notre vision. Si les gens nous adorent dans leurs toilettes pour Boku, ils nous adoreront dans leurs toilettes pour autre chose, Tu m'étonnes. pour plein de produits que je nommerai pas, mais absolument. Et ça fait partie du plan, de la roadmap. Le frein, c'est en termes de finances, pour le BFR, donc le besoin en flux de roulement, donc en termes de trésorerie, investir dans trop de stocks, donc trop de SKE, trop de produits en même temps, bah ça te freine dans ton acquisition, ça te freine dans ta croissance, ça peut être très dangereux parce que tu as trop de stocks, tu es moins rentable, mettons, t'as plus de sous pour faire de l'acquisition, ni pour créer du contenu. Et là, il te reste de l'organique. Et si t'es pas assez bon, c'est difficile. Et faire de l'organique à haut niveau, à haut volume, ça peut être aussi compliqué. Donc c'est pour ça qu'on peut pas sortir plus de produits que ce qu'on voudrait en même temps. Mais c'est clairement la ligne directrice que tu as bien trouvée, Hugo. Ok, eh ben écoute, on va se quitter là-dessus. J'espère du coup bientôt voir les décos de chiottes sur helloboku.quoi.fr, .co, c'est quoi? Et comme. Ok, helloboku.com. Toi, William, où est-ce qu'on te suit? Toi, t'es plus Insta que LinkedIn, toi, non? Ouais, je suis plus Insta que LinkedIn. J'ai plus d'abonnés sur mon compte Insta que mon compte Boku d'ailleurs. Vous pouvez me retrouver simplement sur Boku, hein, boku.hello sur Insta. Et sinon aussi sur mon compte perso, William Montagu sur Insta aussi. Vous n'hésitez pas. Alright. Est-ce que il y a un truc peut-être à rajouter, un sujet que t'aurais aimé qu'on évoque et qu'on n'a pas évoqué? Hmm. En termes de vision, peut-être pour les entrepreneurs qui peuvent nous écouter, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose de différent par rapport à d'autres et que les entrepreneurs qui étaient animés par une passion et un kiff profond dans leur business étaient toujours plus performants que ceux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que faire du fric pour faire du fric, en fait, tu peux en faire, mais ça a ses limites. Par contre, quand tu fais du fric et que tu es motivé, passionné par ton boulot, là, tu peux aller tellement plus loin que juste faire de l'argent. Et je me suis rendu compte qu'après un certain montant de chiffre d'affaires, bah, c'est plus les finances qui t'intéressent en fait. C'est l'impact et la Ouais. différence que tu laisses sur le monde. Et je pense que même toi aussi, c'est juste faire entrer de l'argent, ça a ses limites. C'est pas stimulant, c'est là au début parce que tu penses que c'est le end goal, puis tu te rends compte que le end goal c'est pas ça. Et je pense qu'il faut tous à chacun trouver un petit peu son why profond, pourquoi on fait ça, jusqu'où on veut aller, et axer ses décisions là-dessus. Eh ben écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vais faire les petites mentions légales de fin. Si vous nous regardez sur YouTube, évidemment, vous vous abonnez, mettez un petit like, un commentaire. Ça vous prend 2 secondes. Moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast Co,
Bah pareil, je pense que vous pouvez vous abonner, mais surtout, mettez 5 étoiles, c'est hyper important pour exister dans cette jungle qu'est le podcast. Voilà, c'était juste les deux petites demandes. Si tu peux faire ça, ça te prend 2 secondes, c'est gratos. Moi, ça me motive à continuer à créer du contenu, à inviter 2 personnes chaque semaine depuis un an, parce qu'on va bientôt fêter l'anniversaire du podcast. Et c'est tout, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup William, merci beaucoup à tous d'être sur La Chapelle Radio, toujours plus nombreux. Je vous embrasse, passez un bel été et ciao.